gagnent très peu. Voilà Bénédicte pour le journal. Merci beaucoup Magali. On va rester en Ukraine et partir également en Russie d'ici 17 heures en compagnie du général Richoux toujours, de Christian Maigrelis également. Thomas Friang nous a rejoint, fondateur et directeur général à l'Institut Open Diplomatie, et à la Poédie également qui nous a rejoint, que je suis ravie de revoir dans cette émission. Vous êtes la bienvenue, ma chère Ala. Alors dans deux jours, ça fera 9 mois que les Russes ont franchi les frontières de l'Ukraine pour cette opération spéciale, comme ils l'appellent. On l'a beaucoup dit, les Occidentaux ont pris leurs responsabilités, ils ont réagi très vite en envoyant énormément d'armes, de munitions et de pièces d'artillerie. Alors le problème désormais, c'est que l'inquiétude monte. En fait, pour les Occidentaux, Nivine Potros, et du coup également pour les Ukrainiens eux-mêmes, qui ont peur de ne plus être fournis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors effectivement, les Occidentaux sont confrontés à un problème assez logique. Après quasiment 9 mois de guerre, vous l'avez dit, eh bien les stocks commencent à se réduire comme peau de chagrin, puisqu'à force d'envoyer des armes à l'Ukraine, eh bien les Occidentaux ne disposent pas assez d'armes pour assurer leur propre sécurité. Et le pays qui est le plus gravement confronté à cette difficulté, c'est aussi assez logiquement le pays qui a fourni le plus d'armes, à savoir les États-Unis, qui ont assuré les 2/3 de l'aide militaire reçue par l'Ukraine. Les Américains ont par exemple envoyé quasiment 1 million d'obus, 50 000 anti-chars, dont 8 500 javelins, 1 600 missiles anti-aériens Stinger, au point que les chercheurs du CNAS, qui est un think tank américain spécialisé dans les questions de sécurité, au point que ces chercheurs estiment que les États-Unis ont épuisé leur propre stock d'armes essentielles. Ils auraient par exemple livré 1/3 de leur réserve de missiles à Javelin, Stinger, mais également les GMLRS qui sont utilisés pour les lance-roquettes HIMARS. Les Américains sont donc obligés de multiplier les commandes, mais le problème c'est qu'évidemment les chaînes de production ne peuvent pas suivre, elles ne peuvent pas produire aussi rapidement que les commandes. Résultat, les États-Unis sont obligés de se fournir ailleurs. Ils passent commande par exemple auprès de la Corée du Sud, mais à ce rythme, évidemment, les États-Unis ne vont pas pouvoir aider éternellement les Ukrainiens sans mettre en danger leur propre sécurité. Écoute, en ce qui nous concerne, Nivine, est-ce que la France est confrontée aux mêmes difficultés? Alors oui, évidemment, sauf qu'à la différence des États-Unis, on ne communique pas sur les équipements français, puisque tout cela est classé à défense. On n'a pas le détail des chiffres américains, mais on a par exemple des chiffres concernant les canons César. C'est Emmanuel Macron lui-même qui l'a dit. La France a livré 18 canons César. Ça représente 25% du parc français. Résultat, l'État a commandé 18 autres canons pour compenser ce qu'on a envoyé à l'Ukraine, sauf qu'évidemment, ces canons, ils mettent du temps à être produits. L'État a demandé aux fabricants de les produire en 1 an contre 18 mois habituellement, sauf qu'évidemment, là aussi, les chaînes de production ne peuvent pas suivre et compenser aussi rapidement ce que l'on envoie à l'Ukraine. En fait, ça tient à des difficultés qui sont passées, puisque ces dernières années, on a diminuer très largement les commandes. Les Occidentaux se sont tournés vers des armes plus sophistiquées, elles sont plus coûteuses et forcément leur volume a réduit. C'est pour ça que nos stocks se sont réduits ces dernières années. Or, on le voit sur le terrain, ce ne sont pas forcément ces armes très sophistiquées qui sont les plus essentielles. Finalement, l'essentiel, c'est surtout l'artillerie, ce dont on manque cruellement. Merci beaucoup, Nivine. C'est très complet, évidemment. Général, est-ce qu'on s'est piégé tout seul? Est-ce qu'on se met en danger, là? On s'est mis en danger, c'est-à-dire que les guerres que l'on menait avant n'étaient pas tout à fait celles qui se profilent aujourd'hui. C'était des guerres, je dirais, de corps expéditionnaires où on consommait pas beaucoup de munitions. Et donc, il y a aussi, bien sûr, on s'est piégé. La baisse des budgets de l'armée depuis des années, depuis les 30 dernières années, on n'a pas arrêté de diminuer parce que longtemps, il faut quand même le dire, la défense a été la variable d'ajustement du budget de la nation. Et donc, bien entendu, depuis le président Macron, on est remonté en puissance depuis maintenant 5 ans. Et puis même, ça a commencé avant. Ça a commencé en fait
aux attentats de 2015. Oui, c'est ça. Voilà. Mais par la nécessité, c'est la nécessité ouais, qui a exigé ça. Et donc aujourd'hui, on recommence à avoir des budgets beaucoup plus conséquents, mais il ne faut pas oublier que ces budgets aujourd'hui sont plombés par l'inflation, parce que l'inflation est énorme. Donc ça, c'est un vrai problème. Hein, et puis ensuite, ils vont être en partie consommés par la régénération du nucléaire. Et donc ça n'indique pas qu'on va avoir des stocks largement supérieurs. Inquiétude pour vous, Ukrainiens, à l'Apoédie, j'imagine, évidemment. Bien évidemment, les inquiétudes, parce que les Ukrainiens, s'ils avancent aussi bien sur le front, c'est parce que nous sommes livrés à une arme occidentale. Mais je pense, quand j'écoute ces excuses, je pense que ces explications sont, pour moi, ne correspondent pas tout à fait à la réalité. Parce que on dit les États, ils ont donné beaucoup d'armement à l'Ukraine, et il y a un risque pour la sécurité de la France, par exemple, hein, parce qu'il y a 25% de ces armes qui ont été livrés. Le risque de quoi? De l'invasion de la Suisse, d'Italie peut-être, ou peut-être la Belgique qui présente le risque d'invasion. Donc aujourd'hui, le seul ennemi réel qui fait la guerre, c'est la Russie. Non mais pour l'instant. Oui, pour l'instant. Mais en attendant, quand on réalise la situation... Madame, nous avons d'autres théâtres d'engagement. Nous avons 90 000 hommes qui sont engagés par roulement de 30 000. Oui. Hein, donc ça fait 30 000 qui y sont, 30 000 Ils sont engagés où, mon général? En Afrique. Voilà. Donc je veux dire, on a le droit aussi d'avoir une armée qui a d'autres priorités. Ça, c'est un petit peu facile de le dire. Je suis absolument pas d'accord. Vous l'avez, cette armée qui a les priorités. Mais n'oubliez pas qu'en Afrique, vous êtes toujours en face de qui? En face de Daesh, en face de tous ces groupuscules qui sont soutenus par la Russie. Comme par hasard, regardez. Et si on se mettait tous ensemble aujourd'hui pour écraser la Russie et pour arrêter tout ce fléau de terroristes que la Russie soutient dans le monde entier, en Afrique compris. C'est ça l'objectif aujourd'hui. Il semble que ce soit le cas quand même, parce que les Occidentaux, ce que je disais tout à l'heure, c'est que les Occidentaux, effectivement, ont pris leurs responsabilités très rapidement quand même. Bien sûr, voilà. pas tout de suite. Ils nous ont quand même promis la tombée de Kiev en 3 jours et la victoire assez rapide des Russes en 1 semaine. Ça prouve une fois de plus que les Occidentaux n'avaient pas vraiment l'information ni concernant la situation réelle des relations entre la Russie et l'Ukraine, ni la situation de l'armée, soi-disant l'armée deuxième armée du monde. Vous n'êtes pas très reconnaissante quand même, madame. Vous n'êtes pas très reconnaissante parce que si la situation de l'Ukraine est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est grâce aussi aux Occidentaux. Et si ça s'arrête demain matin, les armées ukrainiennes vont s'arrêter aussi. De ce que je comprends, de ce que vous dites, là, évidemment, il y a beaucoup de passion dans ce que vous dites, mais la situation ukrainienne ne concerne pas que les Ukrainiens. C'est ça que vous dites en fait. Je voudrais dire ça et permettez-moi juste finir ma pensée parce que le général on a dialogué, mais je voudrais juste finir ce que je voulais dire. Aujourd'hui, les Ukrainiens, ils le répètent tout le temps que nous sommes très reconnaissants et nous survivons que grâce à cette aide occidentale et nous le répétons sans arrêt. Mais permettez-moi de nous dire que cette guerre aussi, nous pouvons l'arrêter assez rapidement. Pourquoi on continue? Parce qu'il nous manque des armes. Et les Occidentaux, ils ont ces armes. Ce sont des explications pour les mouvements politiques, pour la diplomatie, je ne sais pas pourquoi. Mais la réalité du terrain est telle que normalement les États-Unis, ils ont le désert entier qui est rempli par les armes qui sont en conservation. Alors, et aujourd'hui, ils peuvent nous les livrer. C'est flatteur, je ne sais pas si je vais y arriver. Peut-être pour commencer, exprimer aussi la reconnaissance dans l'autre sens, parce que si on a apporté de l'aide à l'Ukraine, c'est pas uniquement pour plaisir de mettre à disposition 25% de l'artillerie française, c'est parce qu'on est conscient du fait que l'Ukraine est au front, la première ligne de notre liberté. Et donc c'est ça la logique qu'il y a derrière le soutien occidental. La question qui se pose derrière, c'est dans quelle mesure est-ce qu'on peut arbitrer parmi tous les choix qu'on a à faire. Le général a parfaitement rappelé le fait que la France avait aussi d'autres enjeux de sécurité extérieurs et intérieurs dont il fallait tenir compte. Qui n'explique pas tout, mais qui pèse dans l'équation et qui n'enlève rien à la reconnaissance qu'on peut avoir envers l'Ukraine qui se bat aussi pour la liberté occidentale. Bon, ayant dit ça, je pense qu'il y a quelques éléments importants qui structurent le raisonnement. Le fait est qu'aujourd'hui, on est peut-être dans cette espèce de goulot d'étranglement sur le plan de l'armement, en dépit des percées qu'elle a permis à l'Ukraine de faire sur les contre-offensives cet été et qu'on peut espérer voir se poursuivre pour qu'elle puisse rétablir pleinement par elle-même sa souveraineté territoriale, c'est le fait que l'Occident n'est pas parfaitement passé dans une logique d'économie de guerre. Ou plus précisément, dans l'économie de guerre, on n'a fait qu'un champ du spectre. C'est-à-dire qu'on s'est donné les moyens, singulièrement nous Français, de gérer les conséquences de la guerre, principalement l'inflation, avec un bouclier tarifaire qui est beaucoup plus important que le bouclier militaire qu'on a offert à l'Ukraine pour l'instant.
mais qui est logique parce que la guerre a aussi des conséquences pour notre stabilité politique intérieure. Et je rappelle que la Russie cherche constamment par différents biais de partis politiques à exploiter aussi cette situation à son avantage. Je suis sûr que Vladimir Poutine sauterait de joie si Marine Le Pen était élue au pouvoir parce qu'elle a fait campagne sur le terrain du pouvoir d'achat. De la même manière que Mme Meloni a gagné le gouvernement italien. Donc il faut savoir qu'on a aussi investi notre argent peut-être de façon un tout petit peu différente. Ça n'enlève rien en fait qu'on n'a pas apprécié la dimension capacitaire de cette économie de guerre. Ok, on a compris, s'il fallait voir une guerre pour le comprendre, l'importance de la notion de conflit de haute intensité. Et la France ne fait pas que le comprendre, elle le met en pratique. Il va y avoir des exercices extrêmement importants qui vont être menés au printemps pour pouvoir roder les mécaniques interalliées, interarmes, interarmées, pour pouvoir être capable de jouer le jeu. Il ne reste pas moins que notre appareil militaro-industriel n'est pas en mesure, pour ce qui nous concerne nous Français, d'être à la hauteur du défi. Là, il faut quand même reprendre quelques chiffres. Quand on fait les comparaisons, les Lettons, ils ont donné 41% de leur budget de défense à l'Ukraine. Nous, on a donné 0,5%. De ce qu'on sait. Alors, en revanche, on ne sait pas tout. Hein. On ne sait pas tout. En ce qui nous concerne, nous. Je voudrais juste une réaction de Christian Megrelis. Oui, en une phrase pour terminer, juste dire aussi qu'il n'y a pas que le militaire, il y a aussi l'humanitaire. Ouais. Et souvent, on a tendance à... évidemment et le juridique. Hein. Et juridique, mais pour reprendre, pour que l'Ukraine puisse reprendre sa souveraineté par elle-même, il faut du soutien militaire. Mais ne faisons pas comme si les Occidentaux, et en particulier les Européens, et en particulier les Français, avaient été chiches sur le soutien humanitaire, parce que c'est extrêmement important pour le soutien psychologique et l'arrière civil de l'Ukraine. Christian Megrelis là-dessus, et sur le fait aussi que pour Vladimir Poutine, c'est la même chose. Il a besoin d'armes, il a besoin de munitions, il a besoin... Lui aussi, il voit ses stocks s'amenuire. S'amenuiser. Ça me nuire. Ah, j'avais raison. Écoutez, moi j'écoute cet échange avec beaucoup d'intérêt parce que je trouve qu'au début de ma carrière, j'étais ingénieur dans les industries d'armement et je fabriquais des chars et je fabriquais des canons. C'était pas à l'époque encore des Césars, mais c'était des bons canons. On était fiers de les fabriquer. C'était des 105 et puis il y avait des 155. Et j'ai participé à un conflit qu'on a complètement oublié aujourd'hui, qui est le conflit entre la Chine et l'Inde. Dans les années 60, il y a eu un conflit entre la Chine et l'Inde, et c'est nous qui étions les fournisseurs d'artillerie des Indiens. Et les Indiens ont monté nos canons dans l'Himalaya, et à partir de 5000 mètres, ils sont aperçus que les canons ne marchaient plus. Et alors nous, on nous a dit à l'usine, non mais dites donc, vous vous rendez compte? Ah mais nous, on n'a pas dit, on ne faisait pas la guerre à 5000 mètres, nous on fait la guerre à des temps... Et alors on a été obligé, en catastrophe, de refabriquer en vitesse une partie de ces canons qu'on a livrés par avion dans l'Himalaya. On y est arrivé. On y est arrivé, on a multiplié la production par 4 ou 5 pendant un an. Et c'est ce que disait Nivine, la commande des nouveaux Césars. Le président de la République a demandé un an, lui, derrière. Dire que l'industrie n'est pas capable de faire ça, je suis désolé, mais quand les Américains sont entrés dans la guerre contre Hitler, ils avaient à fabriquer des Liberty Ships, eh bien, il n'y avait pratiquement pas de chantier naval. Au bout d'un an, ils en faisaient un par jour. Donc minimaux parce qu'on est déjà très en retard. La difficulté aujourd'hui, c'est que l'armement est extrêmement sophistiqué. Oui, voilà. Et donc on voit bien le temps qu'il faut pour faire un César, parce qu'on dit un an, 18 mois, ramener un an, mais un canon c'est déjà 9 mois. Parce que c'est du forage de précision. Et ensuite il faut avoir les ingénieurs, il faut avoir les ouvriers spécialisés pour être capable d'armer les chaînes. C'est absolument. Et les matières premières maintenant. Et les matières premières, de chercher les solutions et pas les excuses. Dans les années 60, on les avait. On se retrouve dans quelques minutes. On va partir du côté du Kremlin. On a été assez intrigués par Vladimir Poutine, qui a donc inauguré un brise-glace ce matin, mais depuis son bureau. Manifestement, il est quand même retranché dans son bureau. Alors, vous allez voir que Magali Lunel a trouvé des infos extrêmement intéressantes au sujet de sa protection personnelle. A tout de suite. Regardez votre programme avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages. Votre programme avec une équipe de professionnels engagés sur le terrain. Pour vous, avec vous, proche de vous. Groupement national des agents Citroën. C'est quoi parier?
c'est être argentin le matin, sénégalais l'après-midi et français le soir. Mais surtout, c'est savoir saisir les grandes occasions. Ce samedi, Super Pactole Loto Foot de 2 millions d'euros. Paris en sport, nous sommes les parieurs. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Mais le plus simple, c'est quand même de venir vérifier en magasin. Leclerc. Vous avez décidé de perdre du poids? Bravo! Vous voulez faire comme j'aime? Double bravo! Mais vous auriez aimé tester avant de vous engager? Et vous avez raison. Eh bien, bonne nouvelle! Avec Comme j'aime, testez maintenant et payez plus tard. Vous payerez le programme uniquement si vous êtes satisfait de la première semaine et que vous avez déjà perdu vos premiers kilos. Alors pour tester aujourd'hui et payer plus tard, scannez le QR code juste ici. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site commej'aime.fr. Commej'aime.fr. Et surtout, n'oubliez pas le .fr. Vous savez pourquoi on vous dit de taper carglass.fr? Parce que quand on cherche juste Carglass sur Internet, on n'est pas toujours sûr de trouver le vrai site Carglass. Alors si vous ne voulez pas de mauvaises surprises et avoir tous les avantages Carglass, tapez dans la barre d'adresse qui est juste là, www.carglass.fr, et vous êtes sûr d'être sur le vrai site Carglass. En plus en ce moment, Carglass vous offre une trousse à outils Noroto. Il y a plus de 50 pièces et c'est gratuit. Alors rendez-vous maintenant sur carglass.fr. Carglass remplace. Ça y est, je me suis lancée. C'est idiot. Au début, j'avais un peu peur. Mais grâce à ma factrice, mes premiers pas ont été très faciles. Avec ma tablette ardoise, je peux chercher des infos sur Internet et parler à ma famille. Coucou mamie, écoute mon morceau. Vas-y, je t'écoute. Aujourd'hui, je me débrouille presque toute seule. C'est beau, non? Ah oui. Et je sais que si j'ai des questions, j'appelle l'assistance ardoise. En bureau de poste, sur ardoise.com ou au 0805 690 933. Innovation Luxéol. Découvrez le shampoing pouce, le premier shampoing qui augmente la densité de vos cheveux, avec plus 6561 cheveux en phase de croissance. Et découvrez également l'après-shampoing et le masque pouce. La routine pouce Luxéol, des résultats cliniquement prouvés. Disponible en pharmacie et sur luxéol.com. Combien vaut votre voiture? Obtenez le prix sur vendezvotrevoiture.fr et vendez après un rapide contrôle en agence. Recevez votre prix dès maintenant. Vendezvotrevoiture.fr. Pour les enfants et ceux qui le sont restés. Revivez les grands classiques de l'histoire en famille avec 4 jeux Quelle histoire dans le Happy Meal. Aline et Eric, pourquoi avoir choisi Vérissure? Pour notre fille, Léa. Enfin, c'est surtout pour vous. Hein. Elle est de plus en plus seule à la maison. Et nous, on voulait quand même être sûr qu'elle soit en sécurité, même quand on n'est pas là. À tous les parents d'ados, faites la même chose. On a tous une bonne raison de s'équiper. Rendez-vous sur vérissure.fr et bénéficiez des frais d'installation offerts. L'amour, le bonheur, la liberté. À 20 ans, la génération seigneuriale avait inventé une nouvelle façon de vivre. Aujourd'hui, inventez la retraite que vous aimez. Vivez au seigneurial. Et voilà. Et voilà. Oh, il est cassé. Et voilà. Les 300 agences Télém Assurance construisent des solutions simples et faciles pour vous permettre d'envisager l'avenir sereinement. Et voilà. Dr Smile, votre sourire, notre mission. Alignez vos dents avec les aligneurs invisibles. Profitez de votre nouveau sourire en 4 à 9 mois. Votre sourire, votre meilleur atout. Ce produit est un dispositif médical. Depuis longtemps, nous sommes là pour vous apporter des médicaments de qualité. Là, pour combattre à vos côtés. Là, quand il est important d'être là. À chaque étape de votre vie, nous sommes là pour vous aider à vivre en meilleure santé. Pour toujours mieux prendre soin de vous et des générations futures, Mylan devient Viatrice. Viatrice, permettre à chacun de vivre en meilleure santé à chaque étape de sa vie. Papa, mets le masque purifiant Horace sur ton visage comme ça. Ah, il y a Thibaut du bureau qui demande quel est le meilleur produit Horace pour hydrater sa barbe. Huile pour barbe, patchouli et sel, ce serait parfait. D'ailleurs, on peut en prendre une pour nous. C'est comme ça depuis que mon entourage utilise comme moi les soins pour hommes Horace. Oui, papa. Horace, soins naturels et super cadeaux pour tous les hommes. Disponible sur www.horace.co. Tu sais quel jour on est aujourd'hui, mon Nico? C'est le jour où tu vas t'occuper de ton argent, enfin! Tu vas aller sur yomoney.fr
et tu vas voir ce qu'ils proposent. Ça va, chérie? Oui, je rangeais un truc, j'arrive. Assurance vie, PER, PEA, Yomoni, multi-récompensé en 2022. Yomoni, votre gérant d'épargne en ligne. Bah oui, bien sûr, vous pourrez voir tous les matchs de l'équipe de France sur beIN Sport. Et tous les matchs de l'Allemagne, tous les matchs du Portugal, tous les matchs de la Suisse, de l'Espagne aussi, bien sûr. Ah non, alors non, l'Italie, non, parce qu'en fait, c'est 100% des équipes qualifiées. Mais il va pas l'Italie, ils sont pas qualifiés, c'est dommage. L'Argentine, dis-lui, on diffuse tous les matchs de l'Argentine. Le pays qui a créé le football. Dis-lui, le Brésil, 5 étoiles. Le Brésil, 5 étoiles, vous avez compris. Bon, c'est tout. Vivez 100% des matchs de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022, dont ceux de l'équipe de France, seulement sur beIN Sport. Regardez votre programme avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages. Votre programme avec une équipe de professionnels engagés sur le terrain. Pour vous, avec vous, proche de vous. Groupement national des agents Citroën. Retour sur le plateau du club Le Châtelier, il est 16h25 et on va se concentrer sur Vladimir Poutine. Pourquoi? Regardez cette image. Vladimir Poutine inaugurait ce matin un brise-glace, un bateau, un énorme bateau, et il l'inaugurait comment? En visio, le chef du Kremlin qui sort désormais très peu, voire pas du tout. Regardez, on est revenu en arrière, on vous a fait un petit montage. L'image la plus marquante, c'était évidemment à la fin du mois de septembre pour les annexions en grande pompe sur la place rouge. Et puis la dernière en date, c'était le 9 novembre dernier, au lendemain de la fuite de Kherson, où à l'époque, il visitait un hôpital. Depuis, plus rien, ou en tout cas pas grand-chose sur le terrain, un isolement physique qui pourrait, on peut se poser la question, être également un isolement politique. On peut se poser la question quand on apprend, Magali Lunel, qu'il est protégé des ennemis de l'intérieur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ouais, c'est une enquête de The Insider, c'est un site internet indépendant russe. La scène se déroule le 26 octobre dernier. Des hommes lourdement armés débarquent dans le centre de Moscou. Beaucoup ont cru à un coup d'État. En fait, il s'agissait d'une simulation de coup d'État. Il s'agissait d'un exercice grandeur nature pour, je cite, neutraliser les menaces terroristes et protéger les principales installations gouvernementales. C'est le service de la garde fédérale qui l'a organisé, autrement dit le FSO en abréviation, qui est chargé de la protection de Vladimir Poutine, mais aussi de tout le Kremlin. Et visiblement, au FSO, ils ne laissent rien au hasard. Un coup d'État, selon eux, peut prendre plusieurs formes. Il y a donc une attaque militaire, ça c'est classique, d'où les exercices de fin octobre. Mais ils envisagent aussi d'autres scénarios. L'ennemi, d'après eux, pourrait mener une campagne de désinformation pour arriver à ses fins, pourrait user d'influence psychologique, pourrait infiltrer des organisations religieuses. Et comme l'ennemi, ici, est décrit comme perfide et rusé, il n'est pas impossible, selon les Russes, qu'il parvienne à ses fins grâce à, regardez, le site s'en étonne lui-même, grâce à, c'est à la fin, donc organisation régionale, réseaux sociaux, d'accord, l'hypnose. Oui, l'ennemi pourrait utiliser l'hypnose pour mener à bien un coup d'État au Kremlin. Il faut dire que ces opérations de préparation sont dirigées par le général Alexander Komov, le directeur adjoint du FSO. Lui, c'est un adepte des phénomènes paranormaux et il est tellement consciencieux dans son travail, dans cette préparation d'un éventuel coup d'État, qu'il va jusqu'à écouter attentivement les conseils des astrologues et des médiums. C'est ce que nous raconte en tout cas The Insider. L'ennemi ici n'est pas nommé, ça peut être n'importe qui, il faut se méfier de tout le monde. Donc tout le personnel du Kremlin est préparé, donc militairement, d'accord, mais aussi en suivant des cours de sciences politiques. Leurs comptes en banque et leurs propriétés immobilières sont scrupuleusement étudiés pour être sûrs qu'ils ne sont pas corrompus. Et puis ceux qui sont identifiés comme un petit peu fragiles, eh bien, doivent être suivis par des psychologues. Mais c'est incroyable quand même. Alors je vous voyais sourire, Christian Maigrelis, vous qui connaissez vraiment très bien la Russie, le fonctionnement du Kremlin, etc. Ça vous étonne ou pas? Moi, ça m'a fait penser à cette histoire de bave de crapaud. Vous savez, cet oligarque qui était mort parce qu'il était allé voir son chaman, etc. Exactement. Qui avait été suicidé plus ou moins. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, vous? Bon, moi, je crois que c'est vrai. Hein. C'est hallucinant. C'est tout à fait conforme à ce que je connais des fonctionnements du Kremlin, même aux belles époques de Gorbatchev. Bon, Gorbatchev, il a été renversé parce qu'il n'a pas fait suffisamment attention à tout ça. Mais avant lui, on en faisait attention. Et après lui, avec Yeltsin, c'est revenu par conséquent qu'on utilise l'hypnose. Mais pardon, quand vous étiez conseiller de Gorbatchev, on vous a fait suivre des cours d'hypnose? Ah non, non, mais moi, j'étais pas suffisamment présent, j'étais étranger. Moi, on enquêtait sur mon passé, on enquêtait sur mes voyages. Mais ça, c'est normal.
sur ce que je disais, ce que j'écrivais, comme aujourd'hui on enquête en Russie sur ce que je dis autour de ce plateau. Et comme j'y vais dans 15 jours, je m'attends à un interrogatoire en règle à la frontière du FSB qui va me demander pourquoi je dis des choses comme ça sur M. Poutine. Je leur dirais, écoutez, ou bien vous me laissez rentrer, ou bien je rentre à la maison. Ça paraît complètement ahurissant. Thomas Friand. Ils m'ont quand même donné un visa de plusieurs années. Pour le moment, vous avez un visa, on verra bien. Vous nous raconterez si vous ne pouvez pas rentrer voilà, dans 4 jours. Vous revenez ici, on en parlera. La rentrée. Carnet de voyage. Non, ce qui est frappant, c'est à quel point c'est la signature du totalitarisme dans ce qu'il a de plus ridicule. C'est-à-dire qu'à un certain degré de défiance du système politique, vous êtes obligé de mettre des procédures de contrôle qui sont normales quand on doit assurer la sécurité d'un chef d'État ou d'un chef de gouvernement, mais qui là viennent prendre des proportions qui relèvent du ridicule. Je voudrais rembobiner un tout petit peu en arrière parce qu'au début de votre sujet, vous avez dit que Poutine avait inauguré en visio un brise-glace. Je voulais revenir sur ça parce qu'en fait les brise-glaces, parce que j'y connais rien en hypnose et que pardonnez-moi sur l'astrologie, je suis pas bien plus utile, mais en l'occurrence c'est assez frappant parce que Poutine qui renonce à inaugurer un brise-glace a une signification particulière dans un contexte où on parle dans la stratégie d'effort de guerre russe du grand retournement vers l'Est, c'est-à-dire une capacité de la Russie à exporter ses matières premières, les fruits de son secteur primaire en Asie, singulièrement vers la Chine, etc. Les brise-glaces dans cette situation ont un rôle majeur à jouer pour pouvoir assurer la viabilité de l'économie russe. Et je parle volontairement du secteur primaire puisqu'on quand on s'intéresse à la géopolitique, on fait la distinction entre le secteur primaire qui est fondamental parce que c'est les ressources et le secteur tertiaire dont on peut parfois mettre un peu les choses de côté. Là, en l'occurrence, ces brise-glaces, c'est la promesse pour Poutine de pouvoir exporter via les voies arctiques qui sont en train de s'ouvrir, le lapsus est révélateur, du fait des dérèglements climatiques, du GNL vers les États de l'Est. Donc, qu'est-ce que ça nous dit qu'il ne s'implique pas là-dessus qui ne s'implique pas là-dessus alors que c'est fondamental pour la stabilité de son économie, ça veut dire qu'il est dans une logique d'hyper-retranchement mais c'est ça. En fait, c'est ça la question. Est-ce qu'il est retranché volontairement ou est-ce qu'il est coupé du monde par son entourage? En fait, c'est ça. Enfin, son entourage, voilà. Ça peut être les deux. Ça peut être les deux. Moi, je pense que de toute manière, dans le fonctionnement actuel de la Russie, il y a une logique paranoïaque qui apparaît évidente aujourd'hui. Lui, on voit bien. Mais c'est une logique très stalinienne. Staline ne sortait pas ni de Sadatchan ni du Kremlin quasiment pendant toute la guerre. Il a été au plus loin à Téhéran parce que c'était par des routes sûres et dans un territoire qui était contrôlé par les Américains, mais il n'a jamais été au front, il n'a jamais fait ces choses-là. Et donc ça, on voit bien que Poutine, le plus loin où il va, c'est un terrain d'entraînement où il manipule une Kalachnikov et puis il rentre, qui doit être à proximité de Moscou vraisemblablement, et puis il rentre. Bon, c'est un des seuls pays quand même, nous, le président de la République, il a le service de protection de l'Élysée, mais qui est avec un pool tout à fait normal de policiers ou de gendarmes qui l'aident à assurer sa sécurité. Là-bas, il y a une garde prétorienne, mais qui est une véritable armée bis avec des blindés, qui est capable de maîtriser des dizaines de milliers d'hommes. Voilà, c'est ce qu'on voyait l'autre jour, si vous voulez, dans un exercice où ils se déployaient. Mais là, il y a du BTR, il y a du blindé lourd. C'est quasiment une armée qui est dédiée à la protection du chef. Puis alors là, si on atteint, je dirais, la quatrième dimension avec l'hypnose, les esprits. Bon, là, on est en plein dans Rasputin. Quelque part, il y a quelque chose de tout à fait irrationnel. Je vous donne la parole dans une seconde. Là, je voudrais d'abord prendre Bernard Lecomte en ligne qui nous attend. On vous connaît bien, journaliste, écrivain. Merci beaucoup d'être avec nous, Bernard Lecomte. Je ne sais pas si vous avez entendu la chronique qu'écrivait Magali tout à l'heure, mais on parle de l'isolement de Vladimir Poutine et de cette paranoïa, parce que le général a employé ce mot-là, mais paranoïa qui a gagné. Poutine, on sait qu'il est paranoïaque depuis longtemps sur les maladies, les virus, etc. Mais alors la paranoïa a gagné tout le fonctionnement manifestement du Kremlin, au point de se dire il est de plus en plus déconnecté jusqu'à s'en remettre par exemple à l'hypnose ou à des chamans, quoi. Oui, avant de parler